Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine global, équilibré et interdisciplinaire. Donc, Agathe, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis Merci à ravie de toi. te retrouver pour ce podcast. Donc, aujourd'hui, Alexia n'est pas avec moi, mais c'est pas grave. On va pouvoir discuter ensemble de tout ça. Donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et pourquoi cette spécialité. Alors bonjour, merci encore Julie de me permettre de participer à ce podcast. Donc moi je suis Agathe de Grotte, je suis diplômée depuis 2010, on commence à plus compter maintenant, et j'ai toujours travaillé en cabinet libéral. Au départ l'aspect périnéologie ne m'intéressait pas du tout, mais alors j'étais pas du tout partie pour faire ça. Et le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, j'ai remplacé une ancienne consoeur qui faisait de la rééducation périnéale. Donc je me suis dit je suis obligée de me former pour pouvoir prendre les patientes, mais c'était un peu, j'ai envie de dire, par dépit, par défaut. Et j'ai trouvé ça super. Alors, au départ, c'était vraiment le postpartum, j'ai envie de dire, classique, sans pathologie annexe. Et finalement, malgré ce postpartum classique, sans pathologie, j'ai eu énormément de patientes qui m'ont posé des questions sur la sexologie, questions pour lesquelles j'avais pas de réponse. En tout cas, pas toutes les réponses. Donc, bah, une formation en entraînant une autre, etc. Je me suis amenée à me former de plus en plus dans la sphère pelvie-périnéale. Et au départ, ce que j'aimais bien aussi avec les patientes postpartum, c'est que je trouvais qu'on changeait un peu un peu de spectre. On n'avait plus les douleurs de dos, les douleurs de genoux, etc. Et au final, ce qui est assez rigolo, ce que j'aimais dans la rééducation périnnéale de départ, et ben, je le retrouve de plus en plus dans les rééducations que j'ai, parce que je me suis spécialisée dans les douleurs pelvie-périnéales. Et je trouve que plus on se spécialise, donc au départ, ça va être un peu comme un entonnoir, un sablier plutôt. Au départ, on est généraliste, et puis après, on va se spécialiser de plus en plus dans la partie qui nous concerne, donc le périnée et le pelvis. Et finalement, pour pouvoir traiter au mieux les patientes, eh ben, on réouvre de plus en plus notre spectre pour reprendre vraiment la patiente dans sa globalité. Et c'est ce que je trouve génial dans cette rééducation et dans ce raisonnement, parce qu'au final, on continue toujours à se former. C'est plus ça va et plus on se rend compte qu'il faut aller regarder encore plus loin que le pelvis et le périnée pour pouvoir au mieux prendre en soin les patientes. Donc maintenant, j'ai une patientèle exclusivement féminine. Je fais que du pelvis périnéo féminine et de plus en plus des patientes chroniques pour les douleurs pelviennes chroniques. Voilà. Ok, super. Alors, t'es aussi formatrice. Je sais que tu as fait Oui. une des premières formations en France, du moins, sur l'endométriose. Donc, bien sûr, hein, qui est un gros sujet dans les douleurs pelviennes, bien évidemment. Euh, donc, tu as un sacré bagage derrière toi. Donc, ce qui est assez cool de t'avoir aujourd'hui. Alors, je te propose de commencer par un petit peu dégrossir ce terme très global qui est les douleurs pelviennes pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, quelles sont les différentes pathologies qui existent là-dedans. Puis on va aller essayer de détailler un petit peu tout ça au fur et à mesure. Euh, voilà, je vais essayer de te suivre avec mon bagage à moi, mais ça devrait être assez chouette. Donc, je te laisse commencer par déjà définir un petit peu la globalité de ce qu'est les douleurs pelviennes, et puis après, on ira détailler ce qu'on met dedans. Les douleurs pelviennes et principalement les douleurs pelviennes chroniques sont des douleurs. Alors, on parle de chronicité quand la douleur
se poursuit à partir de 3 à 6 mois. Si c'est une douleur ponctuelle, ça va être une douleur pelvienne, mais elle ne va pas rentrer dans la catégorie des douleurs pelviennes chroniques. Et on verra, je pense, que la pathologie de la douleur chronique est importante, et je pense qu'on en parlera un peu Ouais. après. Et donc, dans j'ai envie de dire, ce gros sac de douleurs pelviennes chroniques, on peut y mettre plusieurs problématiques, plusieurs causes. Et c'est là où il y a problématique dans le diagnostic, parce que on en parlait avant, quand on n'a pas le bon diagnostic, on ne peut pas mettre en place le bon traitement. Et donc, on ne peut pas aider au mieux la patiente. Donc, il y a plein de formes différentes de douleurs pelviennes. Il va y avoir des problématiques liées, par exemple, à l'accouchement, des épisiotomies qui vont être avec une mauvaise cicatrisation, par exemple, ou les violences obstétricales qui vont pouvoir amener une appréhension de la patiente et déclencher ensuite des douleurs pelviennes chroniques. Au niveau de la vie de la femme, il y a aussi tout ce qui va être autour de la ménopause, les douleurs génitales au niveau de la ménopause. Va y avoir les problématiques, alors l'endométriose adhérentielle ou mécanique. Il va aussi y avoir, tant qu'on parle de l'endométriose, la problématique de congestion veineuse pelvienne, où là, on commence à en parler grâce à la médiatisation de l'endométriose, mais pendant très longtemps, et encore un peu maintenant, on peut confondre les deux parce que la symptomatologie est très proche. Il va y avoir tout ce qui va être douleur nerveuse, et de compression, par exemple, les névralgies pudendales, les coccygodynies, on va avoir les syndromes myofasciaux, qu'on peut pas mal retrouver aussi au niveau des muscles périnéaux, toutes les problématiques de vessie douloureuse. Alors, ça fait un peu listing, hein, tout ça, mais... Ouais, non, mais c'est bien parce que on voit toute la complexité qu'il y a après derrière dans le diagnostic de toutes ces problématiques parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on met dedans. On a beaucoup normalisé ces douleurs pelviennes. La femme est faite pour souffrir, hein. C'est un petit peu la religion judéo-chrétienne, hein, notre culture, en tout cas en Occident, qui provient de là. Heureusement, aujourd'hui, hein, avec, comme tu disais, la médiatisation de l'endométriose, on parle de plus en plus des douleurs pelviennes et du fait que ça n'est pas normal. Et en fait, c'est très fréquent, c'est beaucoup plus qu'on l'imagine. Moi, j'ai été très surprise en rentrant dans ce domaine qui est la périnée, de voir en fait le nombre de femmes qui ont des douleurs pelviennes et en fait qui viennent même pas consulter pour ça. C'est juste au cours de notre bilan où on va faire ah bah oui, j'ai mal, ah bah c'est peut-être pas normal. Mais Bon. oui. Donc, Oui, non, c'est même bien détaillé. quand on voit l'origine du mot hystérique, on se rend compte qu'il y a quand même une problématique hein, ne serait-ce que dans l'origine de certains mots. Bon, il y aurait de quoi faire. Hein. Ouais. Mais après, oui, quand tu dis les douleurs donc, ne doivent pas être considérées comme normales, il y a aussi donc, tout ce qui est douleur lors des rapports, que ce soit vestibulodynie, vulvodynie ou bien les dyspareunies, les douleurs plus profondes. Il y a aussi le syndrome du côlon irritable qu'on oublie souvent dans les douleurs pelviennes chroniques parce qu'on n'a pas tendance à le mettre au même étage. Mais malgré tout, les syndromes du côlon irritable peut donner énormément de douleurs pelviennes chroniques et on a tendance à le balayer un peu ou en tout cas à pas pouvoir le prendre en charge. Alors, je ne sais pas si j'en ai oublié dans Non, toute ça me cette liste. Le paraît. lichen scléreux, on en a parlé tout à l'heure Ouais, on a aussi. parlé. Euh, Voilà, et puis tout plein de chocs. On peut aussi avoir, moi j'ai déjà eu des patientes qui ont eu des fractures du bassin, qui ensuite ont déclenché des douleurs pelviennes chroniques. Voilà, tout ce qui peut être traumatique en plus, euh, qui peut ensuite amener dans cette autre pathologie qui est la douleur chronique. Et donc nous, on a un énorme rôle là-dessus. Alors, effectivement, donc on va un petit peu déplier, si tu es d'accord, un petit peu ce sac, hein, maintenant qu'on a le listing qui est quand même très important. On va pouvoir le regrouper en famille. Il va y avoir moi j'aime bien les catégoriser en douleurs mécaniques. Donc là, ça va être une lésion, donc les fractures, les épisiotomies, les déchirures où ça, à la base, c'est souvent pas des douleurs chroniques, ça va se chroniciser par l'interprétation du système nerveux central. On en discutera, bien entendu, après ce mécanisme de chronicisation qui est hyper intéressant. Mais on a à l'origine les douleurs mécaniques, où les douleurs, voilà, on va avoir une infection, on va avoir une vaginose, on va avoir, voilà, ça, c'est à peu près quantifiable.
C'est facile à comprendre. Ça peut se traiter, ça doit aussi se traiter. On ne doit pas dramatiser la chose, hein, justement, pour pas que ça devienne chronique. Euh, mais voilà, ça se traite assez facilement. Donc ça, j'ai envie de dire, on peut dire que c'est une première catégorie, souvent la plus facile à diagnostiquer. Oui, oui, souvent, les patientes arrivent avec le diagnostic, d'ailleurs, même celle-ci. Voilà. OK. Après, on va voir les hypersensibilités. Mhm. Donc là, ça va être des douleurs qui sont souvent plutôt au rapport, au toucher. Euh, alors moi, je le définis, je ne sais pas si j'ai la bonne définition, mais moi, ce que je dis à mes patientes, c'est en fait votre système sensitif, euh, il fonctionne pas très bien. Votre cerveau analyse un simple toucher comme étant une douleur. Que Oui, en ça... fait, il faut bien comprendre que normalement, la douleur nous a permis, en tant que, par rapport à l'évolution humaine, d'être là aujourd'hui. C'est-à-dire que la douleur est un signal. Il y a plein de fois, moi j'aime bien donner cet exemple-là aux patientes, combien de fois elles se retrouvent un matin avec un bleu au niveau des jambes, elles ne se souviennent même pas comment elles se sont cognées. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, on se cogne sur le coin du lit, le coin de la table, un enfant qui nous fonce dedans, peu importe, on tombe, enfin bref. Souvent quand on tombe, on s'en souvient, mais euh, et on se rend compte qu'on a un bleu. Donc on se dit, bah, tiens, si j'ai eu un bleu, c'est que normalement j'ai dû avoir mal. Et en fait, pas forcément. Il faut vraiment différencier l'information, le stimulus nociceptif de la réponse douleur que va nous donner le cerveau. On peut avoir plein d'informations, plein de stimuli nociceptifs sans que le cerveau ne l'analyse pardon, comme danger. Donc il ne va pas nous dire douleur. Et il y a Explain Pain, le livre, qui est hyper intéressant aussi pour les patientes. Et j'ai trouvé incroyable un exemple où c'est une surfeuse, je le donne aussi souvent aux patientes, Ouais, moi qui aussi, a je le donne celui-là. été mordue par un requin en pleine séance de surf. Et donc, elle a perdu sa jambe, dévorée par le requin. Mais en fait, elle n'a absolument pas ressenti la douleur. Son cerveau, il a dit, là, tu as le choix, soit douleur, auquel cas, paralysie, stress, et tu te fais complètement manger par le requin, soit pas douleur, et tu fonces cocotte jusqu'à la plage et tu te sauves. Et en fait, elle n'a pas ressenti la douleur pour ensuite pouvoir se sauver. Et quand elle était dans un espace plus sécuritaire que dans l'eau à côté du requin, elle a ressenti la douleur. Donc vraiment, le cerveau, quand il fonctionne bien, quand il n'y a pas cette problématique de chronicité de douleur, il nous envoie l'information douleur quand ça va. Le problème, c'est quand il y a chronicité, le cerveau, il sait plus trop. Il sait plus trop quand est-ce qu'il y a danger ou pas danger. Donc, pour nous aider, il nous dit, je vais envoyer l'info douleur et tu te débrouilles, tu gères. Sauf que bah, ça va amener à, je me frotte la peau et ça fait mal. Je porte un jean un peu trop serré et ça fait mal. Un soutien-gorge, ça fait mal. Et en fait, c'est là où il va falloir expliquer tout ça aux patientes et l'éducation à la douleur est hyper importante, hyper intéressante. Moi, Je peux parler très longtemps là-dessus, hein, donc il va Ouais, falloir me ouais, couper. c'est vraiment passionnant, mais bah, moi j'ai l'autre exemple qui est l'ouvrier du bâtiment qui se plante un clou dans le pied. Celui-là, Ouais. cet exemple aussi que je donne beaucoup à mes patients, qui est absolument génial. Donc c'est un ouvrier, voilà, il est en train de travailler et il se plante un énorme clou dans le pied. Donc là, il hurle de douleur, hein. On voit le clou qui a transpercé sa chaussure. Donc il va aux urgences, il hurle, il a extrêmement mal. Et en fait, le fin mot de l'histoire, c'est que le clou n'a absolument pas touché son pied. Voilà. Oui, Donc, mais comme quoi, l'analyse du cerveau dans tout ça est oui, il assez. parle vraiment de matrice cérébrale et dans le cerveau, il y a plein de zones, plein d'air qui sont côte à côte et donc le stress, la peur peut exacerber cette douleur et au contraire, le calme, il y a certaines aires olfactives aussi qui peuvent apaiser la douleur. Enfin bref, c'est passionnant. Quand on commence à rentrer là-dedans, c'est passionnant. Les aires olfactives, ah, c'est très intéressant, ouais. Ok. Oui, oui, tout ce qui est baie, citron, orange aussi. J'ai une patiente qui l'a testé. C'est le docteur Huillery, Delphine, qui l'avait mentionné à un congrès Raison Donc j'en ai profité pour en parler à quelques patientes. Alors ça n'a pas marché sur toutes, mais je pense que ça peut être à explorer un peu plus. Mm. D'accord. Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est de stimuler son aire de l'odorat, hein, c'est ça, Mhm. hein, par des odeurs précises ou plutôt agrumes. C'est ça. Euh, Certaines baies et les agrumes. d'accord. Pour, bah, en fait, pour distraire finalement. Ok. C'est bien. C'est ça. Mm. Très Pour intéressant. apaiser le travail au niveau central
sur l'analyse de la douleur. D'accord. Donc ça, tout ce qui est vestibulodynie, clitodynie, donc les hypersensibilités de la zone. Donc en fait, ça peut se comprendre que cette zone-là soit hypersensible parce qu'en fait, cette zone-là est hyper innervée. euh, et c'est une zone qui est culturellement aussi mal, Mal comment connu. dire? Ouais, voilà. C'est une zone intime, c'est une zone Mais qui c'est peut être... pareil, hein. Bah oui, on en revient aussi à toute cette problématique de l'hystérie et de la femme douleur. Et puis quand on regarde un sexe masculin, bah, c'est facile, on le voit. Un sexe féminin, il faut quand même sacrément se pencher, un peu se contorsionner pour pouvoir le voir facilement. Et puis, en fonction de sa famille, de sa religion, de son vécu personnel, on va pas forcément aller le chercher, Ouais, c'est ce qu'on va ce avoir. sexe féminin. Et Ouais. d'ailleurs, souvent, on a tendance à dire, comment? On en parle beaucoup après. Alors, on peut le mettre dans la catégorie des douleurs, mais c'est le vaginisme. Oui. C'est pas le signe clinique, c'est pas la douleur, c'est plutôt la Mm. contraction musculaire Mm. qui est liée, très souvent à une douleur ou à une douleur, on va dire. Mhm. Mais c'est ça, oui, c'est tout ce qu'on en fait autour, comment Oui, on oui. perçoit cette zone psychologiquement, et Oui. ça qui est propre à chacune. À chacun en fonction de son vécu, de sa culture, de sa religion. Et au tout départ, alors je le fais plus maintenant, je prends plus le temps, mais je demandais aux patientes de me dessiner leur sexe sur un bout de papier. Et en fait, alors je le fais plus parce que certaines étaient complètement paniquées. Ils disaient, Ouais, oh mince, interro j'imagine. surprise. Donc bon, l'idée, c'était pas de les mettre dans une situation de panique. Alors elles n'étaient pas toutes paniquées, bien évidemment. Mais c'est assez étonnant de se rendre compte que bah, on sait tous dessiner un pénis. Ça, c'est bon, c'est facile. Mais dessiner un sexe féminin quand on est soi-même doté d'un sexe féminin, ben, c'est pas si évident que ça. Et très souvent, j'avais des femmes qui me mettaient que deux orifices. Pas l'orifice du vagin, par exemple. Ou bien pour elles, voilà, l'urètre et le vagin, c'était pareil. Ou bien il y en a qui étaient complètement perdus, le clitoris n'existait pas. Enfin, c'est assez intéressant de voir ça. Ouais, j'imagine. J'imagine. Hmm. Ok, c'est cool. Donc là, on a vu du coup, alors, et du coup, comment tu vas différencier quels vont être les symptômes? C'est assez facile finalement, les symptômes d'une hypersensibilité comme ça. Euh, quelle est son origine à proprement parler? Donc c'est là où on va revenir à la catégorie précédente, mais Mm. voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il y a un test, pardon? Il y Écoute, a ça un bloque un test peu. qui existe. Ouais. Bah, tu me coupes hein, si ça bug. C'est le test de convergence PP qui est hyper facile à mettre en place au cabinet, très rapide. Les patientes, elles peuvent aussi le trouver facilement sur Internet. Et ça va reprendre finalement les différentes catégories de douleurs qu'on peut retrouver quand on a une hypersensibilité pelvienne, où ça va être les douleurs à la pénétration, les douleurs à l'urine, les douleurs à la défécation, je crois. C'est convergence PP. Ouais, il est hyper facile, il y a cinq items, hyper rapide. Et en fait, bon, très souvent, alors moi je travaille principalement sur l'endométriose, elles ont toutes, elles cochent toutes les cases. Et ça permet de dédramatiser la patiente aussi, pour dire, oui, mais il y a quelque chose qui a été validé, qui a été prouvé, et donc qui prouve que en 3 minutes, 5 minutes grand max, oui, il y a une pathologie qui est étiquetable, qui est l'hypersensibilité pelvienne. Et donc, du coup, ça reprend voilà, les douleurs, et puis jamais, rarement, tout le temps, etc. Et du coup, c'est hyper facile à mettre en place au cabinet. Très souvent, on voit dans les recommandations, les biblios, il faut mettre en place des questionnaires. Mais il y en a ceux qui sont validés sont des fois très très longs et on a tendance à pas oser les faire ou pas savoir bien les amener au cabinet. Alors moi, ça m'arrive de le donner à la patiente et puis elle le fait chez elle et elle revient avec le questionnaire fait. Ça permet de gagner du temps sur des séances. Mais alors là, celui de Convergence PP, hyper facile à mettre en place. Oui, finalement, il fait partie de notre anamnèse Ah oui, on le fait qu'on a, spontanément en fait. on le fait spontanément. Mais c'est vrai que On le c'est fait. bien de le faire un petit peu plus de manière rigoureuse pour avoir. Oui, et puis ça permet, quand on le fait, quand on quantifie dans un questionnaire, ça permet de pouvoir facilement revenir dessus et voir s'il y a une amélioration ou pas, et d'être dans de l'objectif et pas uniquement le subjectif. Bien évidemment, nous, on peut des fois retrouver une incohérence entre les symptômes
clinique de la patiente et nous, ce qu'on va pouvoir y trouver dans nos bilans. Mais après, le plus important, c'est la clinique de la patiente. Des questionnaires, on peut revenir dessus. Et ce n'est plus subjectif. Et pour communiquer avec les médecins, parce qu'on est quand même, nous, très dépendants des médecins pour les prescriptions et autres, on a besoin d'avoir du quantitatif et pas que du subjectif. Sinon, on est moins facilement entendu, je trouve. Ouais, même si la douleur, quoi qu'il arrive, reste une notion Elle est subjective. propre à chacun. Elle est Ouais, propre à chacun. Mais quand il y a des choses, et c'est pareil, hein, tu parlais de questionnaire de qualité de vie, ça reste du subjectif, mais c'est validé. C'est ça, ouais, il y a ouais. des questionnaires qui sont validés. Donc, autant les utiliser pour Mm. pouvoir communiquer facilement avec l'ensemble de notre réseau pluridisciplinaire, pour pouvoir amener la patiente vers un mieux clinique. D'accord, super. On n'a pas fait le tour hein, Vous mettrez plus d'une heure, je pense. des hypersensibilités. Mais voilà, donc souvent les hypersensibilités, ça va être justement des douleurs qui vont, si on ne touche pas la zone, elles ont pas mal. Hein. C'est Oui, vraiment au toucher. Alors c'est très souvent au rapport, hein, à la pénétration que elles vont se- certains tissus aussi, certains vêtements Ouais, peuvent voilà. déclencher les douleurs ou sur un vélo ou voilà ce Ouais, genre de. voilà. Exactement. Donc c'est comme ça, en fait, c'est vraiment le système sensitif qui va, on va dire, mal fonctionner. Enfin, l'analyse des informations sensitives qui va pas se faire correctement. Donc ça, c'est les Mhm. hypersensibilités. À quoi c'est dû? Ben justement, c'est un dysfonctionnement de notre régulation et de notre réponse douleur. C'est-à-dire que le cerveau, comme on disait tout à l'heure, va nous donner une information douleur là où normalement il y a pas raison, des guillemets, hein, parce que Mm. c'est toujours difficile de pas bifurquer, d'avoir un bon vocabulaire. Mais normalement, un toucher doux ne doit pas provoquer de la douleur parce qu'il n'est pas synonyme de danger. Dans la pathologie chronique, il devient synonyme de danger. Donc c'est normal d'avoir mal dans cette pathologie, mais justement, nous, il faut essayer de retrouver cette normalité finalement de non-douleur. Ouais, il faut désensibiliser Tout à fait. la zone. Il faut Et réapprendre à la zone à ouais. plus ressentir ce type de toucher Pour, comme danger, donc comme douleur. ouais. Et pourquoi, alors on va avoir des hypersensibilités comme ça primaires, j'ai envie de dire, et on va en avoir des secondaires. Alors, déjà, pourquoi primaire? Pourquoi secondaire? Secondaire à quoi? Euh, Parce que, voilà, quand on a une patiente au cabinet, on va toujours essayer de chercher l'origine, parce L'origine. qu'on sait ce qui se passe, mais pourquoi ça se passe? Alors, ça a un peu coupé. Tu parlais donc primaire et secondaire. Donc, en fait, primaire, c'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. La patiente a toujours ressenti ses douleurs. Donc, on va prendre l'exemple des rapports. Ou secondaire. Et secondaire à quoi? Ah bah, alors là, on peut redémarrer encore une longue liste et ressortir un autre sac. Euh, bon, dans secondaire, ça peut être secondaire, par exemple, l'épisiotomie. Secondaire, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais suite à de la chimiothérapie, par exemple mécanique, Très fréquent, ça, traumatique, ouais. etc. Donc ça, bon, comme tu disais, c'est finalement relativement assez facile. Ça peut aussi être secondaire à une agression sexuelle. Je pose toujours la question au premier rendez-vous. Je le faisais pas au départ et puis finalement, maintenant, je le pose systématiquement au premier rendez-vous de demander si elles ont été témoins, victimes ou actrices d'agressions sexuelles dans leur vie Ah, c'est pas mal de l'amener comme ça. Hein. ou bien si elles ont des choses à me dire sur ce sujet. Parce qu'on peut très bien ne pas être victime, mais être témoin et finalement se créer un stress, se développer un stress tel qu'on peut par la suite avoir des douleurs lors des rapports. On peut aussi, moi ça m'est arrivé, une patiente qui avait reçu le témoignage d'une amie à elle. Donc c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été témoin, elle n'était pas victime mais elle avait reçu le témoignage d'une amie qui pour elle avait été d'une violence incroyable, et de ce fait, elle a développé des douleurs. Donc, je pose toujours la question, parce que là, on parle de quelque chose qui est très mécanique, mais finalement, ça peut être aussi secondaire à des agressions sexuelles. Et ensuite, primaire, bah là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est justement par peur par rapport à sa culture, sa religion, ou ce que maman, papa, tante, sœur ou autre nous a raconté?
Ou bien ça peut être des fois des patientes qui ont une inflammation plus spécifique de la zone ou des mycoses ou des choses comme ça qui peuvent déclencher ces douleurs. Ou ça peut être lié aussi à des pathologies comme l'endométriose. Donc, je ne sais pas si on peut dire secondaire à l'endométriose ou bien si c'est considéré comme primaire, c'est-à-dire que Ça, c'est une ça, grande c'est question. une grande question, c'est-à-dire que les premiers rapports ont été douloureux, j'ai de l'endométriose, donc est-ce que c'est secondaire à l'endométriose ou est-ce qu'on dit que c'est primaire parce qu'il n'y a rien qu'à déclencher, comme on disait, Ouais. mécanique ou autre. Moi, j'ai Moi, tendance à le mettre en moi, primaire. bah, moi, j'ai tendance à le mettre en secondaire parce que, tu vois, mais même moi, tu vois, même moi, plus ça va, voilà, ça va, plus je fais des recherches sur cette pathologie qu'est l'endométriose. Alors, toi, tu es une experte hein, de ce domaine, je ne me considère pas experte, mais je fais énormément de recherches sur Grand cette mot. pathologie. Et en fait, plus ça va, mais plus j'ai l'impression que l'endométriose est finalement un symptôme d'une pathologie inflammatoire qu'on ne connaît pas. Alors, en fait, dans l'endométriose, on a trois grandes pathologies au final dans Ouais, l'endométriose. Il y a la pathologie adhérentielle et donc ouais, mécanique et donc l'hypomobilité qui est liée aux implants de l'endométriose qui vont se mettre un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets facilement endométriose. Mais finalement, dans l'endométriose, il y a aussi l'inflammation. L'inflammation, elle peut se retrouver un peu partout. Et comme je parlais tout à l'heure du syndrome du côlon irritable, c'est pareil, hein, la souvent quand on parle d'endométriose. fibromyalgie, Mais oui, ça, quand on c'est parle comme ça. d'endométriose, on va parler de soupe inflammatoire au niveau des synapses. Donc il y a l'inflammation et il y a la douleur chronique. Et donc en fait, tout ça est un peu mélangé dans l'endométriose, mais l'endométriose n'est pas que la pathologie d'adhérence. C'est C'est ça. un des trois. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a le. Moi, je le mets plutôt en primaire et toi plutôt en Ouais. secondaire. Bah, Ouais. en fait, on ne connaît pas encore, on connaît pas assez bien aujourd'hui Non, cette pathologie. On ne sait pas quelle est l'origine exacte. Alors, on a des théories, hein, il y a 6 théories, hein, il me semble. Il y en a 3 qui sortent un petit peu du lot par rapport à l'endométriose. Mais on a 6 théories sur la pathologie. Donc, c'est très, très compliqué quand même hein, aujourd'hui de pouvoir trouver un traitement, étant donné que l'origine, on l'a pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est sûr, c'est parce qu'il y a ça qui dysfonctionne. Donc, du coup, on a cette femme, ces femmes ont des pathologies. non, d'autant plus que en fait, c'est une pathologie qui est polygénique, qui est liée à plusieurs gènes différents. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il va s'exprimer différemment, pardon, en fonction des femmes. Et on dit une femme, une endo. On ne va pas retrouver deux patientes dans nos cabinets avec les mêmes symptomatologies. Et puis, c'est pareil, on peut avoir des femmes qui ont... moi, ça m'est arrivé d'avoir une patiente, euh, on a découvert son endométriose, elle se faisait opérer de l'appendicite, mais sinon, elle n'avait jamais eu de douleur. Et en fait, elle est bourrée d'implants lésionnels. Elle en a plein, plein, plein partout. Et finalement, c'est les suites de la chirurgie qui ont développé ces symptômes, ou peut-être aussi les suites du diagnostic. Et puis, on a aussi des patientes qui ont très peu de lésions, mais qui vont avoir des flambées de douleur incroyables. Donc, et c'est pareil, quand on regarde les différentes théories de l'endométriose, elles ne sont pas applicables à toutes les patientes qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'il y a plusieurs théories possibles et que finalement, il faut aller au cas par cas et voir au niveau de la famille, au niveau génétique, et puis surtout en pluridisciplinaire. Ça, Ouais. Et il faut, c'est bah, de toute hyper important façon, d'aller nous, chercher aujourd'hui, des causes et des fonctionnements. ouais. De toute façon, nous, aujourd'hui, en tant que kinésithérapeute, on ne peut nous cibler que sur la symptomatologie et pas sur autre Mais chose. même les médecins, hein, ils disent maintenant de plus en plus qu'il ne faut pas opérer pour enlever s'ils considèrent qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'avec la chirurgie, on peut déclencher d'autres adhérences et Enlever, d'autres ouais. problématiques. Donc, on ne traite pas une patiente pour de l'endométriose qui n'a pas de symptômes. Ça, c'est hyper important. Et de toute façon, nous, en kiné, on ne peut pas soigner l'endométriose. On ne va pas la soigner. Moi, je le dis d'emblée à toutes les patientes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est améliorer sa clinique et surtout lui apprendre, parce qu'elle son endométriose, elle va l'avoir toute sa vie. Donc, lui apprendre à être le moins possible dépendant de professionnels. Moi, je suis contente quand mes patientes, je les vois une fois tous les 6 mois, voire quand je les vois plus, et qu'elles me rappellent pour me dire, bah, écoute, j'ai refait cet exercice, ça marche bien, et ça, c'est super, parce que de toute façon, leur endométriose, elles vont la garder. Mais c'est nous, notre grand rôle, c'est comment leur apprendre à être autonome dans cette gestion de la pathologie. D'autant plus que c'est des soins
souvent qui coûtent cher, il y en a beaucoup. Donc, mes patientes sont principalement des patientes qui ont des douleurs chroniques, hein, donc j'ai un prisme différent, mais c'est souvent des patientes qui ont pour elles, leur corps, c'est douleur. Corps égale douleur. Et du coup, elles n'ont plus le plaisir. Elles n'ont plus de plaisir dans leur corps, ou très peu, ou très ponctuellement. Et donc, ce qui va être important, ça va vraiment être de leur donner cette possibilité de recroire et de ressavoir que leur corps peut leur procurer du plaisir. Souvent, c'est pareil, c'est des patientes qui vont plus bouger ou moins bouger, donc on rentre dans la kinésiophobie. Et comment est-ce que nous, on va pouvoir les amener dans cette idée de, ben non, en fait, bouger, ça fait du bien, et en plus, ça procure du plaisir, et en plus, ça aide à aller mieux derrière. Donc, c'est retrouver du plaisir dans son corps et pas uniquement faire des exercices parce que le kiné a dit qu'il fallait faire des exercices, Oui, mais, c'est mais faire retrouver des des exercices. anti-inflammatoires, de l'adrénaline, en fait, Mais des oui, médicaments naturels pour lutter c'est ça. contre la douleur, bien sûr. Bien sûr. C'est l'essentiel Oui, oui, de notre travail, effectivement. tout à fait. Donc, bon, c'est vrai qu'on a vraiment un rôle clé à jouer. On n'est pas encore aujourd'hui tellement sollicité. C'est une prise en charge qui est compliquée. Donc, l'endométriose, c'est une pathologie finalement très courante, euh, qui reste une pathologie qui doit être prise en charge. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de traitement à proprement parler. Parce que même la chirurgie, hein, aujourd'hui, ne traite pas le problème à proprement parler. Ce que tu disais hein, tout à l'heure, hein, maintenant, on n'opère pas en première Maintenant, de plus intention. en plus, les régions s'organisent autour de trois niveaux. Donc, ils disent premier recours, deuxième recours, troisième recours en fonction de la difficulté de traitement de la patiente. Et la chirurgie, on n'en parle que dans troisième recours ou à n'importe quel niveau s'il y a problématique de fertilité qui peut être liée à des lésions d'endométriose. Et dans quel cas, des fois, la chirurgie peut aider. Mais alors voilà, tout est très bien détaillé sur les recos de la HS qui vont être remises à jour prochainement. Mais tout est Faites au déjà bien besoin. détaillé. Ouais, bah 2017, hein, donc ça commence à Ouais, dater. ah ouais, Mais ça va être très prochainement en cours, je crois bien. trop bien. Ouais, il faut, hein, parce que je les ai lus il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, Ah bah, la ah, kiné n'est pas citée, mais il y a des kinés qui vont participer là. c'est bien. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.